Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection qui reçoit ce dimanche Seydou Gueye, Monsieur le ministre, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci Bayoumar, merci beaucoup de nous avoir conviés à cet échange d'une heure, au cours de laquelle j'espère que vous n'aurez pas beaucoup d'objections à me porter. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes ministre conseiller en charge de la communication de la présidence. Vous avez été, Seydou Gueye, 2 fois secrétaire général du gouvernement, puis porte-parole du gouvernement. Vous avez aussi été directeur de cabinet adjoint du président de la République. C'était en 2015. Alors, parlons d'actualité, c'est également revenir sur la disparition de 3 figures emblématiques. Je veux parler de Feu Pape Malick Sy, porte-parole de Tivaouane, du khalife général de Thiénaba, Seck Serigne, Cheikh Ahmad Tidiane Seck, mais auparavant, il y avait la disparition de Feu Tamsir Sakho. Dites-nous, que représentent ces 3 figures pour vous? Merci Baye Oumar, merci encore une fois et un bonjour très, très amical aux auditeurs de Sud FM. Comme vous l'indiquez bien, c'est une grande perte pour l'islam puisque ce sont 3 grandes figures de l'islam. Je voudrais avant tout présenter mes condoléances à la Oumma islamique et plus particulièrement au khalife général des Tidjanes, notre père, Serigne Babacar Sy Mansour, dont on connaît la relation très proche qu'il entretenait avec Pape Tafsir Sakho, puisque moi je l'appelle ainsi, et Serigne Pape Malick Sy, et naturellement avec le khalife de Thiénaba. C'est la Tidjania. C'est la Tidjania, donc condoléances renouvelées pour ces serviteurs de l'islam. Pape Tafsir Sakho, je l'appelle comme ça, et d'une conversation très succulente, érudit de l'islam, et un homme d'une modernité déstabilisante. J'avais l'avantage de l'appeler camarade, comme il m'appelait camarade, pour des relations dont je tairais un peu les fondements. Mais en tout cas, c'était un homme de bien. Pour Serigne Pape Malick Sy, je n'ai pas eu, au-delà des contacts et des relations à l'occasion d'événements publics, j'ai eu la chance, il y a peut-être 4 mois, 5 mois de ça, d'avoir le bonheur d'une conversation de 2 heures avec lui, ici même, dans cette cité Keur Gorgui, où était sa résidence. Comme le dit le président Macky Sall quand il a présenté ses condoléances, c'était un homme d'une exquise courtoisie. Moi, j'ai eu le bonheur d'échanger avec lui et d'apprendre beaucoup, puisqu'il m'a donné beaucoup de choses que je retiens aujourd'hui comme des enseignements. Ce qui me semble essentiel, c'était un homme qui avait compris la relation féconde qu'il doit y avoir entre la spiritualité et la démocratie pour comprendre et expliquer l'énigme du politique. Il m'a laissé, au sortir de cette conversation, qui était la seule conversation que j'ai eue avec lui dans le privé, des enseignements qui ont été nourris par sa grosse expérience, sa grande expérience, mais aussi son érudition. Il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'Allah les accueille tous en son paradis éternel et prier également pour que ça s'arrête ici, mais on sait que ça ne s'arrêtera jamais. Tel est notre destin. Que tel est notre destin, donc toutes nos condoléances émues à la Oumma islamique. Alors parlons d'actualité. Actualité, d'abord, la situation de la Covid-19. Monsieur le ministre Seydou Gueye, le Sénégal franchit la barre des 100 décès. Le taux de positivité dépasse les 10%. Des cas positifs à la présidence de la République, le chef de l'État mis en quarantaine. Alors, comment cette situation est-elle en train d'être gérée à la présidence? Permettez-moi, avant d'y venir directement, de poser quand même quelques éléments de compréhension. Puisque si on limite la gestion de cette pandémie au Sénégal,
on ne comprendrait pas tous les aspects liés à cette circonstance très particulière que vit l'humanité. Nous sommes en face d'une maladie mondialisée pour la première fois de notre histoire. Et cette maladie a provoqué un ébranlement à la fois intime et collectif. Et cet ébranlement n'a jamais connu de précédent. À ce jour, aucun État du monde n'en connaît les codes et n'en connaît pas les issues non plus. Ce qui reste certain, c'est qu'elle a révélé les vulnérabilités communes de tous les États et leur fragilité. Elle nous rappelle une chose essentielle qu'il faut retenir comme première leçon, que nous sommes non seulement des mortels, mais que la vie peut s'arrêter tout d'un coup. Et ça, c'est essentiel. Et dans ce cadre-là, les pays ont opté pour des mécanismes qui requalifient le potentiel numérique dans la gestion des organisations, puisque cette pandémie a attaqué tous les systèmes organisateurs de la vie, la religion avec la fermeture des mosquées, les entreprises avec des mécanismes de travail à distance. Et une nouvelle capacité à émerger, c'est le management de la distanciation. Maintenant, comme vous le dites, il y a des situations à la présidence. Ce que le président a indiqué, c'est qu'il a été en contact avec une personne qui s'est révélée un patient Covid puisqu'elle a été testée positive. Le président a fait son test, il est négatif. Mais conformément aux recommandations médicales, il a pris la responsabilité de se mettre en quarantaine pour se préserver et préserver les autres. Et c'est ça, la règle en de telles circonstances. Donc la seule certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que le président a fait le test et qu'il est négatif. Mais alors, de ce point de vue, comment s'opère le travail? Est-ce que c'est le télétravail pour tout le monde? Bien sûr, je parlais tout à l'heure de l'option qui a été faite dès le début de la pandémie, de l'option qui était faite pour la numérisation en multipliant tous les modes de management de la distanciation. Oui. Vous avez suivi, comme tous les Sénégalais, la tenue des conseils des ministres en visioconférence, la tenue de sommets africains ou sous-régionaux sur le même format, du dialogue digital, d'autres réunions, et le président a pris toutes les dispositions du point de vue technique avec l'expertise notamment des services informatiques de la présidence et de l'Agence pour le développement de l'informatique de l'État. Ils ont mis en œuvre toutes les applications qui ont permis de gagner en efficacité, je dirais. Et ces applications sont aujourd'hui très démocratisées. Donc, il l'est toujours en restant en quarantaine chez lui, donnant les instructions, conduisant les opérations et à la tête des troupes pour mener cette guerre contre le Covid. Maintenant qu'on y est, est-ce que vous regrettez la disparition du poste de Premier ministre? Quand on est en situation de responsabilité comme celle d'être un ministre ou d'être le président de la République, qui ne sont pas de même nature, on ne peut pas avoir de regrets. Ce sont des options de gouvernance qui ont été prises. Et mises en œuvre avec toutes les adaptations requises pour un changement au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Les objectifs de cette réforme, le débat a été là, on a tous donné nos avis. Il s'agissait de raccourcir les cycles dans la procédure de la décision publique, puisqu'il y avait un niveau qui s'appelait le niveau de l'instruction auprès du Premier ministre, qui a disparu avec la suppression du poste de Premier ministre. Le président mettant en œuvre des mécanismes de coordination par ajustement mutuel ou par réunion avec des ministères concernés sur les dossiers. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné depuis la réforme. Et la crise du Covid a aidé aussi à la mise en place d'autres mécanismes de management des dossiers de l'État, de suivi, mais à travers les capacités du digital. Mais est-ce que cela n'expose pas beaucoup davantage le chef de l'État avec cette suppression? Non, si on est sur le rationnel très politique pour dire qu'un Premier ministre doit être fusible pour protéger le chef de l'État, d'accord. Mais là, on n'est pas sur le rationnel politique. On est sur le rationnel de l'efficacité technique et de la performance. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne une meilleure maîtrise et un meilleur suivi des dossiers avec le président de la République et
Maintenant, il y a des gens qui en débattent à tort ou à raison, mais le débat se pose poser puisque les organisations cherchent de l'agilité en permanence pour être efficaces et les options peuvent correspondre à des circonstances au regard des objectifs qui sont assignés à cette organisation. Je crois que la question est toujours en discussion pour certains d'entre nous, mais il faut rester sur la réalité institutionnelle. Le Sénégal a fait une réforme qui a mis de côté l'existence d'un Premier ministre avec d'autres options d'organisation, de fonctionnement et de coordination. Alors, nous restons toujours dans le cadre de cette pandémie. Alors, une situation avec de plus en plus de cas positifs, de décès et de cas en réanimation, ne pousse-t-il pas à prendre d'autres mesures face au relâchement des populations? Vous avez juste oublié un élément qui me semble aussi important dans l'énumération des catégories, c'est la progression du taux de guéris dans notre pays. Et ça prouve l'efficacité quand même de nos protocoles sanitaires et l'expertise des médecins soignants, de tout le personnel médical à qui il faut toujours rendre cet hommage, appuyer, leur exprimer toute notre confiance et notre solidarité. Oui, maintenant, si vous prenez... pas aussi la multiplication des cas positifs. Je vais en venir à ça. J'ai commencé par donner la dimension mondialisée du phénomène. Oui. Et si vous ouvrez les yeux... dans l'autre, retenez que cette situation est assez complexe. Oui, elle est complexe et préoccupante. Oui. Donc c'est pour ça que je voudrais venir avec des éléments de compréhension. Premier élément, c'est que si nous réservons à l'analyse que l'observation du Sénégal, on risque d'être à côté de la réalité. Aujourd'hui, quelle est la tendance mondiale? Aux États-Unis, tout le Sud a connu une démultiplication des infections, puisqu'il y a des États qui étaient sortis du confinement, qui sont allés vers un retour à la normale très rapide, ils sont obligés de prendre d'autres mesures beaucoup plus drastiques que celles qui avaient été prises, qui a été mise en œuvre dès le début. C'est le cas aussi en Amérique latine. On redoute une deuxième vague en Europe. Donc c'est une maladie complexe dont on connaît la brutalité, son côté totalement imprévu, et nous sommes en train d'apprendre. Pour le cas du Sénégal, vous avez donné les indicateurs, et si je mets en arrière-plan ce qui se passe au niveau mondial, c'est pour mettre en évidence un certain nombre de facteurs. Lesquels? Le premier facteur, c'est que nous sommes à un taux de létalité qui est en dessous de la moyenne africaine. Un taux de mortalité en dessous de la moyenne africaine. Nous sommes à 1,5%, alors que la moyenne africaine est au-delà de 2,5%. La moyenne mondiale est au-delà de 5%. Toutes les morts sont dramatiques. Je ne relativise pas. Mais c'est tout juste pour indiquer que les stratégies qui ont été développées pour faire face à la pandémie ont été des stratégies d'adaptation, mais de riposte également. On y viendra, si vous le souhaitez, tout à l'heure, en détail. Encore que dans les explications, on se pose des questions. Mais bien sûr, on est obligé. Nous sommes le 4e pays francophone le plus touché aujourd'hui. Oui, mais sur combien de pays francophones sommes-nous? Il faut relativiser. Maintenant, ce qui reste substantiel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une crise et c'est une situation préoccupante. Les seules ressources dont on dispose aujourd'hui dans l'attente d'un éventuel vaccin ou d'un traitement avéré, aux vertus avérées, il y a le débat sur les produits, la chloroquine, donc tout ce débat-là. Mais ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est que face à cette maladie, nous disposons de moyens, je dirais même pas frugaux, c'est le lavage des mains, c'est le respect de la distance physique, c'est le port correct du masque. Je voudrais lancer un appel pour qu'on porte correctement le masque. Quand vous vous promenez dans les rues de Dakar ou de la Médina, vous voyez beaucoup de jeunes, le masque sous le menton. L'efficacité du masque, c'est quand il recouvre le nez et la bouche. Et éviter de toucher le masque avec ses doigts. Donc pour l'instant, c'est ça. Les actes pour faire face. Et il nous faut rester vigilants. Et les pouvoirs publics analysent très très bien cette situation, ont une claire conscience du profil de l'épidémie dans notre pays et y apportent les réponses en termes de capacité, de prise en charge, de prévention. Donc je crois que c'est ça. Tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez analysé le relâchement?
C'est-à-dire comment en est-on arrivé à ce relâchement pour justement trouver les mesures idoines? Mais le relâchement, il est paradoxal parce que c'est au moment où on devrait être le plus vigilant qu'il y a cette tendance au relâchement. Relâchement parce que nous sommes dans une stratégie pour faire face à la Covid. Nous sommes dans une stratégie d'adaptation. Et dans la stratégie d'adaptation, il y a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'implication de la responsabilité personnelle. Individuelle et collective. Oui. Deuxièmement, l'engagement communautaire. Et troisièmement, la présence de l'État. Maintenant, il arrive dans des quartiers ou dans des zones où ces stratégies de changement de comportement ont du mal à s'installer. Vous êtes un homme de communication. Vous savez que quand vous travaillez sur les objectifs de changement de comportement, vous avez deux critères importants. Le temps de latence pour adopter les nouveaux comportements et l'acceptation sociale des nouvelles pratiques qu'il faut intégrer comme des pratiques naturelles. Et toutes ces deux choses-là, tous ces deux critères demandent du temps. On est en train d'y travailler, mais le problème du comportement dans les quartiers peut être aussi expliqué, je ne dis pas justifié, par les réalités de vie. Et parfois, nous vivons dans des conditions de promiscuité, d'étroitesse de l'espace, qu'on a envie peut-être un peu de respirer. Je regardais la dernière fois la célébration de la victoire de Liverpool, qui est devenu champion d'Angleterre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avec autant de relâchement, peut-être l'allégresse de ce sacre, puisque ça fait 30 ans que Liverpool n'avait pas gagné le championnat, peut justifier ça. Mais en tout cas, il faut travailler avec le concours de sociologues, de socio-anthropologues, d'hommes de communication, pour prendre en charge cette question, puisqu'elle me semble aussi préoccupante. Et si telle était la règle, ce serait une régression dans notre stratégie de riposte face à la crise. Mais est-ce que ce n'est pas également cet appel aux populations de vivre en présence du virus qui en est la principale cause? Mais justement, l'une des conditions pour apprendre à vivre avec le virus et survivre, c'est le respect des gestes barrières, c'est pas le relâchement. Oui, mais justement, le constat, il est là. Mais donc, on va continuer à travailler, voilà, à travailler, et puis la responsabilité n'incombe pas uniquement, exclusivement à l'État. Quand vous parlez d'engagement communautaire, mais c'est l'ensemble des forces à la base, qu'il s'agisse des équipes navétanes, qu'il s'agisse des Badjanugor, qu'il s'agisse d'abord du chef de famille, de tout le monde, pour qu'on rappelle toujours les impératifs du respect des gestes barrières, mais surtout de ne pas baisser la garde et de rester vigilant. Moi, j'aurais envie de dire, il ne faut pas baisser le masque. En tout cas, la courbe reste évolutive. De ce point de vue, M. le ministre Seydou Gueye, comment expliquez-vous qu'en pleine période de pandémie, c'est pour parler de la situation de l'accès à l'eau, en pleine pandémie, l'accès à l'eau devient si pénible que l'on soit à Dakar comme à l'intérieur du pays? La pandémie n'a rien à voir avec la question de l'eau. Encore une fois, maintenant, nous constatons qu'en pleine pandémie, il y a pénurie d'eau. La première chose que pas? Si, bien sûr. On fait plus que le constater, on y apporte des solutions. La première chose que je voudrais faire, c'est exprimer ma compréhension par rapport à ce problème, puisque je suis en train de dire qu'il est antérieur à la pandémie. La deuxième chose, exprimer donc ma solidarité, celle du gouvernement et toute notre compassion aux hommes et femmes, aux ménages sénégalais qui ont des difficultés pour avoir une alimentation correcte en eau, en quantité et en qualité suffisante. Ce qui est de votre responsabilité. Naturellement. Oui. Mais il faut considérer que nous sommes dans une période de pic de consommation avec la saison. Normal, direz-vous. Mais pour comprendre ce qui se joue, il faut savoir qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Lesquels? D'abord, nous avons engagé des travaux de maintenance de Nguitch qui contribuent pour 50 000 mètres cubes d'eau, 50 000 mètres cubes d'eau par jour. Il y a également les dysfonctionnements des forages du littoral qui ont eu des problèmes en d'alimentation en électricité. Il y a la faible force des surpresseurs de Mékhé et de Canette. La pression est faible et donc on alimente difficilement Ouakam. C'est le diagnostic. C'est le diagnostic.
Mais ce qui a été fait aujourd'hui, je vous donne la C'est situation. prévoir, hein. Oui, bien sûr. Mais on s'est rendu compte, certaines réflexions commencent à nous dire quelle est la vraie fonction de la prévision quand on est fait face à un virus comme le corona qui était inattendu, que personne ne pouvait prévoir. Oui. Gouverner, c'est Toujours prévoir faire face. aussi. C'est Il faut toujours toujours faire faire face. face. Et nous avons fait face, justement. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, voilà la situation. Nous avons retrouvé en termes de capacité de production 436 000 mètres cubes d'eau sur un impératif, un nécessaire de 450 000. Donc nous sommes à un peu moins de 14 000 de déficit. Et si cette tendance se confirmait, d'ici quelques semaines, on devrait avoir une situation encore améliorée, une situation qui revient à la normale. Mais pour comprendre le problème de l'eau, j'ai évoqué des conjonctions de facteurs qui sont des éléments circonstanciels, mais les réponses que le président de la République a engagées depuis le début, ce sont des réponses structurantes. Puisque je ne vais pas évoquer le passif, on est loin maintenant de 2012, mais il est important de savoir qu'il y avait un déficit structurel de l'approvisionnement en eau potable de Dakar d'au moins de 100 000 mètres cubes jour. Et face à ce problème, il fallait apporter des solutions. C'est tout le sens du projet de dessalement, de l'usine de dessalement, qui a comme niveau de financement 135 milliards, pour une production journalière de 50 000 mètres cubes pour alimenter Dakar, avec un renouvellement du linéaire, c'est-à-dire que du réseau, d'au moins 460 km. Vous prenez le volet hydraulique du PUDC. Il a pris en charge la question de l'approvisionnement et de l'alimentation en eau potable à travers la création de 223 ouvrages de captage, 210 forages, 626 000 personnes sont alimentées sur un objectif de 800 000 personnes. Ça a impacté au moins 11 régions sur 14. À cela, il faut ajouter maintenant le programme d'urgence de Dakar, le PEPAM, le PSDAC, qui nous a permis d'augmenter la capacité à 105 000 mètres cubes. Donc voilà les réponses structurelles que nous apportons. Nous sommes aujourd'hui en termes d'alimentation à près de 98%. Et donc la question de la fourniture va être bientôt réglée. Il se posera maintenant un autre problème que le gouvernement est en train de prendre en charge. C'est la question de la sécurisation de l'approvisionnement. Le lac de Guiers est à près de 300 km de Dakar. Et c'est le lac de Guiers qui alimente Dakar. Il se pose des problèmes de sécurité de notre approvisionnement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des problèmes qui vont être dépassés très bientôt. Quand? Je vous dis d'ici quelques semaines, au regard de la tendance, quand vous avez un déficit... Monsieur le ministre, on est en période de canicule. Et les populations, depuis des mois, n'ont pas accès à l'eau. Je donne l'exemple de la commune de Dagana. Mais toutes ces villes-là n'ont pas d'eau, ces populations. Je vais vous dire. Même là, à Dakar, vous allez dans des quartiers Nord Foire, tout ça. Nord Foire, Parcelles Assainies, Ouakam, tout ça on comprend. Et c'est pour ça que je disais que je comprenais. Vous n'êtes pas dans la même situation, apparemment. Je comprends bien. Ils souffrent, nos concitoyens. Les Sénégalais souffrent, nous souffrons davantage, puisque nous nous évertuons, nous sommes à la tâche pour y apporter des réponses structurantes. Je vous dirais même, on a eu des problèmes très sérieux. On a eu des parties de la ville, de la région de Thiès ou de la commune de Thiès qui n'avaient pas d'eau pendant 3 ans. On est en train de régler toutes ces questions. Nous sommes arrivés avec un très lourd déficit et nous avons conscience de cette période de pic avec l'augmentation des besoins de consommation en eau. Nous y travaillons, je vous ai dit tout à l'heure, au-delà des réponses structurelles. Les solutions d'urgence qui ont été mises en œuvre nous ont permis de remonter la fourniture en eau. On est arrivé à 436 000 mètres cubes sur un besoin réel de 450 000. Mais là, donc on y arrive. Après et je vous ai dit, si cette tendance... la gestion de l'eau à Sen'Eau, on espérait quand même, monsieur le ministre, on espérait qu'il fasse mieux que la SDE. La SDE n'était pas mal. Oui, mais je dis, après avoir confié à Sen'Eau la gestion, le on contrat, espérait tout de même mieux. Ce que je dis, jusqu'à plus ample informé, la SONES, qui assure l'exploitation, n'a remonté aucun grief contre Sen'Eau.
il se trouve qu'il y a une conjonction de facteurs qui nous confrontent à un problème d'alimentation en eau. Les réponses pour faire face à l'urgence, je viens de les énumérer, qui nous ont permis de retrouver des capacités au niveau de l'alimentation et de la fourniture, avec un gap qui est aujourd'hui d'à peu près 14 000. Et j'espère, comme l'a indiqué le ministre en charge du secteur, qu'il y a des difficultés, mais les solutions sont en train d'être trouvées, tant du point de vue de l'urgence que du point de vue des réponses structurelles. Donc c'est très difficile, on comprend très bien, très bien, que pour un pays qui est en train de construire son schéma d'émergence, que ces questions basiques soient encore posées. Mais n'oubliez pas, c'est ce que je donner de l'eau aux populations, c'est la responsabilité de l'État. Elle est essentielle et c'est l'objectif du président de la République. Parmi les objectifs du chef de l'État, il est dans le haut du tableau, l'accès à l'eau potable, universelle. Et nous y travaillons. Depuis 2012. Eh bien, les progrès réalisés, je viens de les énumérer. Nous sommes arrivés avec un déficit de plus de 100 000 mètres cubes jour sur Dakar, avec des zones entières où on se tapait des journées entières pour aller à la corvée de l'eau. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'a fait le PUDC avec son impact, non, pas du tout. Non, je conçois la difficulté des populations et les images insoutenables d'hommes et de femmes, saut en main, à la recherche de ce liquide précieux. En 2020, oui, ce sont des images insoutenables, mais il faut reconnaître aussi les progrès qui ont été accomplis sur la période. Je vous ai dit, nous avons mis plus de 80 000 mètres cubes d'eau entre 2017 et 2019. Mais le constat, il est là. Mais oui. C'est un fait qui est là. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un accroissement de la population, ça c'est une réalité, c'est un paramètre important. Et les réponses qui... pour un État. Mais est-ce que vous savez que sur le programme... Non, pour un État. Sur le programme... Sur un programme... L'État, c'est la planification. La planification fait partie des attributions et des compétences de l'État et des axes par lesquels on règle les problèmes. Et si vous dites que c'est de la planification, il faut accepter que ce que je vous ai dit fasse l'objet de la planification. Oui. Puisque régler tout. On est là. Mais là, on n'a pas encore terminé le schéma de planification. Puisque rien que sur le programme à long terme, le terme de la planification, c'est quand? Il faut comprendre que ce dont je vous ai parlé, il s'agit de réponses urgentes. Et de l'efficacité de ces réponses urgentes, puisqu'elles ont permis de ramener le déficit à 14 000 mètres cubes. Et si je vous ai dit que si cette tendance se maintenait, cette histoire de pénurie d'eau serait juste une affaire de quelques semaines. Maintenant, je vous ai dit en termes de planification, le programme spécial de Dakar, l'usine de dessalement, le projet KMS 3 et la poursuite des programmes du PUDC pour l'alimentation en eau potable à l'intérieur du pays devraient nous permettre à terme, je ne sais pas si c'est 2025, si c'est 2030 ou 2050, je ne sais pas, nous permettre d'arriver à terme à l'accès universel dans n'importe quel coin du territoire. Pour vous dire à quel niveau le président de la République a posé cette exigence d'accès à l'eau potable, il y a une histoire derrière. Il s'est rendu un jour, pendant qu'il était à la conquête du pouvoir, dans une localité où le signe d'hospitalité était d'offrir un verre d'eau. Et son hôte était très très embarrassé, puisque n'ayant pas les moyens de lui offrir ce verre d'eau. Et cette image-là est restée, et c'est ce qui a déterminé l'objectif, bien avant qu'on désigne l'accès à l'eau potable comme objectif de développement durable, l'option du Sénégal de faire de l'électrification rurale et de l'accès universel à l'électricité, de faire de l'accès à l'eau potable des priorités, consignées maintenant dans le programme Liggéeyal Ëllëg comme les principaux accès universels. Alors, après l'accès aux services de santé, aux équipements collectifs, au transport collectif. Vous avez parlé de figures, d'une belle figure du reste, mais des figures, il en reste aussi, et des images également. Venons-en au foncier. Gadaye reste encore, est à travers la gorge de ses habitants, la violence qui a été exercée sur une femme non-or par le Sénégal. Vous en convenez? Bien sûr. Alors, monsieur le ministre, finalement, vous êtes taxé de régime brutal. Votre réponse? Je voudrais rappeler quand même que l'histoire du foncier... Oui, mais de Gadaye d'abord. Non, le foncier généralement. Parce que si vous choisissez, vous choisissez une séquence pour travailler sur l'intensité dramatique, vous êtes libre.
j'ai la même responsabilité et la même liberté de choisir une séquence où cette intensité dramatique est atténuée. Mais nous restons sur cette séquence. Nous restons sur la problématique globale mais sur cette séquence du foncier. Vous avez posé la question, et vous avez apporté la réponse que j'ai approuvée. La brutalité de la violence est insupportable, quelle que soit sa provenance et quelle qu'en soit la victime. Qu'on s'en arrête là. Ce que je voudrais dire, c'est que la volonté du gouvernement d'une gestion foncière transparente est incontestable. Et historiquement, depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, la première décision qu'il a prise en mars ou avril 2012, c'était l'abrogation du décret qui organisait le déclassement de la réserve naturelle de Ndiaël pour le projet Saint-Huile Saint-Éthanol. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé avant en Ban. Et ça a été suffisamment fort pour le président qu'il a pris immédiatement, parmi les premiers actes de gouvernance, ceci, l'abrogation de ce décret. Il y a eu par la suite la création de la Commission nationale de la réforme foncière. Il a recommandé, il a reçu un audit sur les terres des Niayes. Conséquence pratique, il a pris un décret qui a protégé la réserve naturelle des Niayes. Il y a eu aussi des textes qui ont été pris sur l'aménagement de la Grande Côte, jusqu'au plan à l'adoption à l'issue d'un conseil présidentiel de l'aménagement du territoire, avec maintenant des spécifications, pour dire qu'il y a une grande passion sur le foncier et il y a eu un grand débat, avec ses arrière-plans politiques et autres. Maintenant, ce qui reste constant, devant ceux qui nous reprochent ou nous accusent de bradage, moi je répondrai engagement du chef de l'État à une politique d'aménagement concertée. C'est le cas de ce qu'il a recommandé pour la zone des Filao sur la bande à Guédiawaye. C'est le cas de ce qu'il a recommandé et soutenu sur le littoral de la Corniche. Rappelons-nous, quand il y a eu à un moment une intensité dans le conflit entre les riverains, l'association des riverains au sujet de l'ambassade de Turquie, il s'est lui-même déplacé pour demander l'arrêt des travaux. Il a lui-même renoncé à la jouissance d'un terrain qu'on lui avait octroyé et il a recommandé que l'on mette en place des mécanismes de concertation pour trouver l'aménagement, la mise en place et la construction d'équipements collectifs. Maintenant, si vous voulez venir dans le fond du dossier, du foncier, on se rend compte que l'essentiel des baux qui ont donné des droits aux projets qui sont érigés ont été signés bien avant 2012. Et pour l'essentiel, c'était les autorités de la ville de Dakar qui avaient donné les autorisations. Maintenant, on ne va pas se jeter la balle ou les accusations. Ce qui importe, c'est de considérer que l'objectif d'une gouvernance foncière irréprochable, vertueuse, la perspective de l'aménagement du littoral, un aménagement concerté et une gouvernance régulière à travers des réformes au niveau des domaines pour corser davantage les procédures de régularisation ou d'attribution des baux. Tel est le cadre politique défini par le chef de l'État et c'est les instructions qu'il a données sur le sujet. Les instructions qu'il a données au niveau du littoral, vous avez constaté que de plus en plus le débat fait rage dans cette zone et que finalement on a demandé à la DESCOS de faire arrêter des travaux. Ce qui est très bien, ce qui est effectif. Aujourd'hui, que reste-t-il à faire par rapport aux autres qui y sont installés? Mais il y a une procédure qui est engagée pour le retrait des baux. Et ça consiste à faire quoi? Mais ça consiste à restituer. La finalité, c'est de restituer toutes les emprises à l'État pour qu'on puisse développer les stratégies et les projets sur le littoral. Oui. Bien évidemment. Oui. On est tous d'accord que nous avons des droits. Et le président de la République a consacré, à travers la révision de la Constitution, des droits du peuple sénégalais sur les ressources naturelles et sur le foncier. Mais si telle est la situation dans notre pays, il est évident
qu'il faut faciliter la jouissance et l'accès à la mer à tous les Sénégalais, avec le compromis qu'il faut trouver pour les aménagements de rentabilisation du foncier, en termes d'équipement, d'infrastructures hôtelières, d'espaces de convivialité, de parcours. Donc ceux qui sont en charge sont en train de regarder, à partir de ces orientations politiques, où le président a dit que sa politique, c'est pas le bradage, sa politique c'est l'aménagement. Mais il y a quand même de plus en plus une colère vive des populations par rapport justement à l'accaparement des terres. Que fait l'État face à une minorité, il faut le constater, une minorité, soit qui profite de leur proximité avec le pouvoir ou de leur statut. Finalement, à quoi servent les lois? Les lois, elles servent à être Oui. appliquées et à régler les différends entre les citoyens ou entre les citoyens et les institutions. Nous sommes dans un état de droit. Si, Baye Oumar, demain, vous êtes titulaire d'un titre régulièrement délivré par une administration, la toute-puissance de l'État ne peut pas annuler par le fait du prince, comme on dit, une formule malheureuse, vos droits. Et il ne s'agit pas de minorités proches du pouvoir. Il ne s'agit pas de minorité, il s'agit de Sénégalais, sur la base d'un principe. Où on a... Je termine, je voudrais oui, juste... mais une illustration très simple, le cas de Gadaï. Oui. Oui, le cas de Gadaï, des populations qui ont vu leur propre propriété être détruite par un autre Sénégalais, Mais alors que la quand loi il y a des... ne lui concède pas. Quand il y a des Justement, situations comme cette ça, faveur-là, quand oui. il y a des situations comme ça, Oui, nous ne sommes pas dans un régime de privilège, nous sommes dans un état de droit. oui, Nous ne sommes pas dans un régime d'autorité parce qu'on a un nom Oui. d'une descendance ou autre. Nous sommes dans un régime où tous les conflits entre citoyens doivent être arbitrés et tranchés et vidés par la justice. l'exemple de Gadaï. Mais il faut que la procédure se poursuive. Vous avez suivi l'exemple de Gadaï. J'ai suivi. Les populations sont sorties. Mais il faut que qu'elles aillent en justice. Oui, le résultat, parce vous que l'avez suivi. il y a des accusations, des soupçons, c'est telle personne qui a donné l'ordre. Donc, il faut que le dossier soit vidé par la justice. Correctement vidé, ça veut dire en conformité avec l'état des droits des uns et des autres, avec ce que dit le code de l'urbanisme, le code de la construction, tous les documents pertinents pour évaluer les responsabilités, les situer et sanctionner si effectivement il y a des culpabilités à établir. Alors, un autre dossier, monsieur le ministre Seydou Gueye, le rapport Khouroukha, alors admis finalement au pavillon spécial après de vives critiques pour sa libération, alors que Bougazeli, le député Bougazeli, a obtenu une liberté provisoire pour raison de santé. Dites-nous, deux poids, deux mesures. Non, la justice qui a sa proportionnalité, puisque vous êtes parti sur une comparaison à partir de deux situations qui ne sont pas les mêmes, qui C'est-à-dire, ne sont pas égales. D'un côté, vous avez une histoire de liberté, d'expression, de non-respect de procédure. De l'autre, vous avez une situation qui est liée à du faux monnayage. oui, Sur la balance, vous pouvez mettre des éléments, détention préventive d'une certaine durée et autres. Il ne m'appartient pas, moi, oui. de dire qu'il y a deux poids et deux mesures en essayant de faire un parallèle entre des situations qui ne sont pas les mêmes. Mais Première question. raison de santé, La deuxième raison question. de santé, La vous deuxième l'avez question. évoqué. La deuxième Vous question. libérez pour raison de santé pendant que La l'autre, il deuxième, a fallu crier pour que la qu'il deuxième soit admis question. au pavillon La deuxième spécial. question que je Oui, pose. Oui, La deuxième question, du moins, qui m'intéresse. oui, C'est de savoir que tout citoyen qui est maintenu dans les liens de la détention, par le fait du prince. qui est maintenu dans la détention Par le fait du du fait prince. d'une présomption d'actes commis qui ne sont pas conformes à la loi, dispose de droits. D'abord, qu'on appelle les droits de la défense. Et parmi ceux-ci, il y a des droits qui règlent le régime de la liberté provisoire. Si maintenant le facteur de la maladie devient un discriminant ou un déterminant de la décision du juge, il lui appartient, à lui tout seul, au regard de ce qu'il peut considérer comme étant important dans sa décision. La gravité de la situation, le confort qu'il faut, ce sont des questions que je ne maîtrise pas. D'abord, Une question. et une question pour une chose importante, Oui, l'attitude que j'ai toujours eue, quand les dossiers sont pendants devant la justice, c'est
de ne pas me prononcer sur ces dossiers. Alors, que représente finalement la justice dans un état de droit, justice en démocratie? Dans notre pays, Oui. nous avons une justice debout, entre des mains de magistrats qui sont très bien formés, qui font l'honneur et la réputation du Sénégal au-delà de nos frontières, qui sont des hommes d'éthique et de conviction, qui jugent sur la base de leur intime conviction, qui jugent sur la base de ce que recommandent, ce qu'indiquent les textes pour donner la classification des infractions et appliquer les articles qui règlent ces infractions au titre de la sanction judiciaire et pénale. Justice, état de droit en démocratie, le débat reste ouvert. Alors, les nominations, des nominations sur les vrais ou faux décrets instituant un président honoraire et au niveau du Conseil économique, social et environnemental. La publication du journal officiel a été faite après recours de l'opposition. Je parlais du CRD à la Cour suprême. Alors cela ne sonne-t-il pas comme un rattrapage qui souligne les dysfonctionnements de notre administration? Je ne dis pas qu'on a une administration qui ne fait pas d'erreur, mais dans le cas d'espèce, ce qui était en question, c'était l'existence d'un décret qui a été déclaré comme étant un faux décret. D'abord, puisque le décret 2020-964, si je parle du décret, qui est le décret le vrai, qui a été publié, il ne parle pas davantage. Ah oui? Ah non, il ne parle pas davantage. Il parle quoi? Il parle juste de la nomination. Ça, c'est la première chose. Comme pour les magistrats et pour d'autres métiers ou d'autres professions, l'honorariat existe. Et dans le cas d'espèce du Conseil économique, social et environnemental, c'est à travers l'article 51 du règlement intérieur qui a été validé ou consacré par un décret du président de la République signé en 2013 et contresigné par le président Abdou Mbaye, président de l'ACT et membre de la CRD. Il a contresigné le décret qui consacre l'honorariat au niveau du Conseil économique et social. Le texte du président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre juste la possibilité pour un ancien membre de le demander directement. Puisque sur l'article 51, c'était sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental et approbation de l'Assemblée du Conseil. Oui. Donc c'était ça. Maintenant, si on veut dire que le président de la République ne peut pas nommer, on nie ses prérogatives consacrées par la Constitution, puisqu'il nomme aux emplois civils et militaires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si on veut ameuter les populations pour dire ouais, ça se trouve que c'est du populisme de mauvaise aloi. La réalité, elle est la suivante. Quand le président de la République estime répondre dans tel sens ou dans tel autre à la demande d'un citoyen, conformément à ses prérogatives, ce qui me semble le plus essentiel, c'est de vérifier si l'éthique républicaine est respectée. C'est le cas pour vous? Et l'éthique républicaine, c'est la conformité avec la loi, comme vous le disiez tout à l'heure, l'état de droit et la démocratie. Alors, une dernière question pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Seydou Gueye. Il est le chargé de communication de la présidence de la République. Seydou Gueye, cette question, l'annulation ou moratoire de la dette. Les créanciers s'opposent à l'annulation de la dette. Au Sénégal, une initiative a été prise pour justement se battre pour annuler cette dette. Quelle est votre compréhension de ce débat en cours? Mais d'abord, une grande fierté d'entendre le président Macky Sall porter ce combat, qui est un combat qui vient compléter celui qu'il mène depuis 2012, un combat contre l'évasion fiscale, avec un dispositif de discours qui est très clair. Si les richesses produites en Afrique payaient l'impôt en Afrique, c'est plus de 100 milliards de dollars qui reviendraient ainsi à l'Afrique, et l'Afrique se passerait
de l'aide internationale. Ça, c'est une première réalité. C'est le même combat qu'il mène au niveau de l'évasion fiscale. Et aujourd'hui, bien avant même cette crise, il s'est engagé pour porter ce combat de l'annulation de la dette. Rappelez-vous, on a tenu ici un sommet avec le cercle des économistes d'Aix-Marseille, la directrice générale du FMI. Je pense que son premier voyage, elle l'a fait au Sénégal dans le cadre d'une conférence sur la soutenabilité de la dette. L'idée est très simple. Le contexte aujourd'hui a révélé toutes nos fragilités. Et nous avons besoin de nouvelles règles et d'un nouvel ordre qui replace l'humain au cœur du logiciel. Et annuler la dette, ça devrait permettre aux États africains de retrouver des marges de manœuvre budgétaires à asservir au service de la santé. Prenez l'exemple du Sénégal. Entre 2012 et 2018 et 2020, le budget du ministère de la Santé a augmenté de près de 100 milliards. Et dans le cadre de la gestion de cette crise, le président a décidé de mettre cette année 64 milliards au service de la santé. Donc vous comparez les deux grandeurs, vous voyez la volonté et l'engagement. Mais au-delà de ça, en termes de sortie de crise, mais il nous faut un programme sanitaire mais énorme qui nous permette d'avoir des hôpitaux de niveau 4 ou des hôpitaux de niveau 3. Et si tel est l'objectif et l'orientation, figurez-vous bien qu'il nous faudra pas moins de 500 milliards pour y arriver. Donc annuler la dette, c'est ça tout l'intérêt des pays africains. Mais au-delà de ça, il est question quand même d'un nouvel ordre mondial. Et le président a défini les bases, puisque l'ordre mondial qui nous régit aujourd'hui, il est issu de circonstances historiques particulières. La Deuxième Guerre mondiale, avec un consensus des nations autour de règles, avec les institutions de Bretton Woods, l'Organisation des Nations Unies. Et ce sont ces règles qui nous imposent un système de notation. Ce sont ces règles qui nous imposent un système de convergence. Et convenez avec moi qu'à l'élaboration de cette nouvelle ordre, de cet ordre mondial, en sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des États africains n'existaient pas en tant qu'État. Et aujourd'hui, nos problèmes et nos préoccupations de développement, de construction d'infrastructures, de développement de l'agriculture, mais sont des priorités pour nous. Peut-être qu'elles ne le sont pas d'ailleurs. Oui, mais pour revenir justement à ce débat-là, le G8 annule en partie, mais les créanciers s'y opposent. Quelle réflexion? Mais il y a un point au moins qui est un point d'accord, Oui. c'est que le service de la dette a été gelé Oui. pour la plupart des pays. Et pour le Sénégal, ça fait au moins 90 milliards. Pas pour tout le monde, hein? Mais déjà pour nous, il y a eu des droits de tirage qui ont été émis pour certains pays, par le FMI et autres. Mais de façon substantielle, si vous revenez au principe de l'annulation de la dette qui a conduit à l'initiative PPT, c'est un travail qui a été engagé bien avant 2000 qui était le point d'achèvement. Donc les solutions sont forcément mondialisées et le modèle par lequel nous travaillons, c'est des règles définies par un ordre mondial. Et quand on appelle à un autre ordre mondial qui replace l'humain et l'humanité au cœur, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup plus de justice. Ce système-là, il n'est pas juste pour les États africains. Oui, mais commencez d'abord par nous dire ça, à quoi l'emprunt a servi. Mais aux investissements. Oui. J'ai regardé un jour sur une télévision, dont je ne dirai pas le nom, un reportage sur l'impact du PUDC. Et la phrase que j'ai retenue, et qui m'a donné tout le sens, c'est quand le maître d'école exprimait son bonheur de pouvoir avoir tous ses élèves maintenant en pleine journée. Puisqu'il disait, avant le fonctionnement, la mise en service du forage, les jeunes filles étaient obligées de quitter la classe à 11 heures pour aller à la corvée de l'eau. Un maître d'école. Un maître d'école me dit ça. Mais c'est ça qui est emblématique, c'est ça qui est significatif. Monsieur le ministre, c'est ça qui est significatif. Terminer, transformer la vie des Sénégalais qualitativement à travers un programme d'investissement. L'État du Sénégal sous Macky Sall, l'État du Sénégal sous le président Macky Sall n'emprunte pas pour le fonctionnement, il emprunte pour le financement de l'investissement. Donnez-moi des chiffres. Mais j'ai plus que des chiffres, j'ai des réalisations. Oui, mais quand vous avez le désenclavement du Nord, chiffré. Prenez 100 milliards pour construire des routes dans le Nord. L'île à Morphil revient sur le continent. De quel Sénégalais vous parlez? Du Sénégal que nous vivons tous, vous et moi, alors, tous les matins, confrontés aux difficultés quotidiennes et à la résilience des Sénégalais
pour y apporter des réponses ici et maintenant et l'engagement du gouvernement à améliorer la vie des Sénégalais. Dernière question, c'est la reprise des cours pour les classes d'examen, la distribution des denrées. Les hôteliers et gérants de bars et restaurants attendent toujours l'argent promis. Or, tous ces ministres appartiennent pour l'essentiel à votre parti. Oui, ça ne peut pas poser problème justement pour ces ministres qui sont de l'APR en termes de discrédit. Satisfaction pour les populations de la Médina et pour celles du Sénégal qui sont en train de recevoir les vivres convoyés par les maires dans la plus grande transparence pour ce que j'en sais. Pour ce qui nous concerne, vendredi dernier, on a eu le bonheur avec les autorités administratives, le maire et l'ensemble des acteurs politiques de procéder au lancement officiel de la distribution. Et donc, un agenda permettra aux populations de Médina, à la Médina. Donc, je voudrais féliciter tous les... je suis en train de féliciter tous nos alliés, nos partenaires, de remercier le maire pour son ouverture et l'engagement de la communauté dans son unité pour prendre en charge cette question au titre de la prévention et de la distribution. Deuxième question que vous m'avez posée, c'est les ministres. J'ai entendu tout à l'heure, en venant, des transporteurs exprimer leurs préoccupations, mais ils ont d'abord exprimé leur satisfaction d'avoir reçu les ressources convenues pour venir en soutien du secteur de la transport, en soutien au secteur du transport, avec maintenant des modalités. Il ne s'agit pas d'argent qu'on donne directement, on met ça dans le compte des groupements. Ils ont donné le nombre de garages qui étaient déjà servis par localité. Et il y a un processus qui est engagé et en cours, qui est d'une composante essentielle du programme de résilience. Donc je crois que c'est des choses qui sont en cours. Oui, la dernière question par rapport justement à Médina. La Médina vous intéresse toujours en termes de perspectives politiques? Je dis bonjour à mes habitants, compatriotes et concitoyens de la Médina. Si Dieu nous prête vie, on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Ah oui. Si Dieu nous prête vie, on sera au rendez-vous avec ce que Allah aura décidé pour nous. Mais notre engagement, notre amour et notre passion pour ce quartier de cœur est intact. Merci bien, monsieur le ministre Seydou Gueye, pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité. Seydou Gueye est ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République. Il a 2 fois été secrétaire général du gouvernement, puis porte-parole du gouvernement. Oui, Seydou Gueye a été directeur de cabinet adjoint du président de la République. C'était en 2015. Merci. Merci à vous et bon appétit aux auditeurs de Sud FM. Tout, excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.